Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui caractérisera le combat de demain? Est-ce qu'il s'agira toujours d'un affrontement nécessitant de disposer de la supériorité opérationnelle, comme c'est le cas aujourd'hui? Sans doute, mais pas seulement. Aujourd'hui et plus encore demain, la dimension informationnelle a pris une place centrale dans les combats. Alors, où se situeront les combats? Est-ce qu'ils seront terrestres, maritimes, aériens, dans l'espace, dans le cyberespace, dans tous ces milieux en même temps, voire de façon interconnectée? Est-ce que de nouvelles formes de conflictualité vont apparaître? Est-ce que nous sommes assez agiles pour y faire face? S'agira-t-il de conflits de basse intensité ou d'engagements majeurs, de guerres hybrides ou plus conventionnelles? Pour nous éclairer sur ce sujet et surtout pour savoir comment les armées s'y préparent, nous avons demandé à Didier François, qui est journaliste à Europe 1 et reporter de guerre, d'animer cette table ronde. Je vous invite, vous qui suivez cette table ronde, à poser des questions dans l'espace, dans la zone qui se trouve à droite de votre écran, la zone de discussion interactive. Vous trouverez un onglet pour poser vos questions et on prendra certains moments dans cette table ronde pour répondre aux questions. Mais tout de suite, Didier, je vous laisse nous présenter vos invités. On va d'abord commencer peut-être par un petit son qui va nous mettre en ambiance. Alors, nous construisons une armée puissante et moderne dans les domaines aériens, maritimes, une force de feu et une force stratégique. D'ici à 2035, nous bâtirons une armée de classe mondiale. Mon premier budget sera soumis au Congrès le mois prochain. Il inclura une hausse historique dans les dépenses de la défense qui permettra de reconstruire l'armée des États-Unis. Je le répète encore une fois, nous avons dit à plusieurs reprises à nos partenaires américains et européens, aux pays membres de l'OTAN, que nous prendrions les mesures nécessaires pour éliminer les menaces qui se posent à cause du déploiement du système antimissile mondial des États-Unis. Nous en avons parlé lors des négociations et même en public. Personne ne voulait parler avec nous sur le fond. Personne ne nous écoutait. Maintenant, écoutez-nous. Je voulais vous faire écouter ce constat pour commencer. Chine, États-Unis, Russie, tous augmentent significativement leurs dépenses militaires. La Grande-Bretagne vient d'annoncer un effort exceptionnel de 16,5 milliards de livres sterling sur 4 ans. En fait, partout, les budgets de la défense ont explosé en 2019 avec un record mondial à 1917 milliards de dollars. C'est ce que nous apprend le rapport annuel de l'Institut international de recherche de la paix de Stockholm qui a été publié en avril dernier. Donc, sur le plan plus opérationnel, on le voit en Syrie, en Libye, en Éthiopie, plus récemment en Nagorno-Karabakh. On constate partout un retour de la conflictualité dans ses formes les plus brutales, jusqu'à des menaces terroristes à nos frontières, avec l'Europe, les ambitions nouvelles en Méditerranée. C'est donc dans ce contexte de défi stratégique que nous allons nous interroger sur le combat du futur et essayer de comprendre en quoi justement l'innovation peut nous permettre de conserver la supériorité opérationnelle. Et pour nous éclairer autour de cette table, donc, d'abord le colonel Juventin, adjoint du chef de la division emploi de l'état-major des armées. Alors c'est l'organisme qui est un peu chargé de définir le cadre et la politique générale d'emploi des forces armées. Colonel Ludovic Pinon, qui est secrétaire général à la division cohérence capacitaire de l'état-major des armées. Alors, votre rôle, c'est plutôt la préparation de l'avenir à 10-15 ans, voire plus en matière de capacité militaire, en liaison avec les armées et puis avec la DGA. Puisqu'on parle de DGA, l'inspecteur général de l'armement, Éric Bruni, directeur de l'intelligence campus, qui est le véritable incubateur en matière d'innovation au profit de la direction du renseignement militaire, la DRM, parce qu'elle met ses analystes en contact direct avec des chercheurs et puis des entreprises. Et donc, ingénieur en chef de l'armement, Delphine Dufour-Moretti, du service d'architecture du système de défense de la DGA. Vous êtes chargé en fait d'assurer la préparation, la cohérence des capacités de défense, justement en liaison avec l'état-major des armées, notamment. Et donc, on va commencer. Première question pour vous, colonel Juventin.
Avec la division emploi, vous voyez déjà évoluer les conflits, nos engagements. Selon vous, qu'est-ce qui va caractériser aujourd'hui le combat de demain ? Alors, le combat de demain, je pense qu'il va tourner autour de 3 types de conflits différents. Le premier, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est les affrontements asymétriques. C'est-à-dire une armée conventionnelle qui doit faire face à des groupes armés, des rebelles ou des groupes terroristes. En général, ce sont des conflits de basse intensité, mais qui ont tendance à s'inscrire sur la durée. À l'autre extrémité de l'échelle, vous avez les conflits de haute intensité. Donc deux pays qui disposent de forces conventionnelles importantes et qui mènent un conflit rapide ou qui s'éternise avec des moyens conventionnels. Et puis le troisième type de conflit, on pourrait appeler ça le conflit hybride, c'est-à-dire un pays qui dispose de capacités conventionnelles importantes et qui est capable de maîtriser les 2 types de conflits, le conflit conventionnel et en même temps le conflit asymétrique. Soit en menant des attaques dans l'infosphère, dans les attaques cyber par exemple, soit en manipulant ou en pilotant des groupes terroristes pour mener des attaques subversives sur l'arrière de ses ennemis ou sur le territoire de ses adversaires. Voilà, donc ça c'est l'avenir, c'est les 3 types de conflits sur lesquels nous travaillons et nous essayons de décliner les scénarios. Donc on voit bien un durcissement des engagements en termes d'intensité, mais aussi une complexification des conflits avec l'apparition de ces nouveaux espaces d'opération immatériels. On parle de supériorité informationnelle, ingénieur général Éric Bruni. Est-ce que vous nous expliquez comment on définit ces champs de bataille, qui finalement ne sont pas si virtuels que ça quand même, et puis comment on combat dans ce type de milieu ? Donc, en fait, c'est très simple. Par la supériorité informationnelle, ce que l'on entend, c'est disposer d'une meilleure appréciation de la situation que notre adversaire, connaître ses enjeux et les opportunités qui sont disponibles. Cela impose bien sûr d'avoir accès aux informations ouvertes, ça c'est clair, mais également à celles que nos adversaires cherchent à dissimuler. Et ensuite, il s'agit de manipuler finalement toutes ces informations-là pour en déduire des renseignements qui vont nous donner un avantage. Cette supériorité vise tout d'abord les menaces étatiques, ça c'est clair, en particulier dans le cadre des opérations militaires, mais également, comme l'a évoqué le colonel Juventin, toutes les formes de menaces non étatiques ou dissymétriques qui sont plus diffuses. Typiquement, on peut parler par exemple d'une idéologie appelant à la violence contre nos ressortissants à l'étranger, ou d'une propagande qui cherche à altérer notre perception de la situation, de discours qui cherchent à nous isoler sur le théâtre ou sur la scène internationale, et toute forme finalement d'ingérence qui vise à perturber le fonctionnement de nos institutions. Donc pour y parvenir, il faut en permanence adapter, développer, renforcer nos capteurs, qu'ils soient des capteurs humains, des capteurs images, des capteurs électromagnétiques ou cyber de plus en plus aujourd'hui. Il s'agit également de développer des outils qui vont nous permettre de collecter l'ensemble de ces informations-là, d'y mettre un petit peu d'intelligence artificielle pour en déduire des renseignements et fusionner l'ensemble de ces sources. Et également, il s'agit de mettre en adéquation les compétences ou les expertises de nos traitants de manière à ce qu'ils puissent mieux apprécier la situation. Donc au final, il s'agit de gagner du temps et de la pertinence dans la recherche du renseignement, de manière à permettre aux autorités à prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. Donc on le voit bien dans ces 2 interventions, il va falloir être capable de développer des doctrines et des technologies nouvelles pour relever ces défis. C'est l'enjeu de l'innovation d'ailleurs, mais également de l'engagement budgétaire du pays avec en 2002 une 3e année de hausse consécutive du budget de la défense, 1,7 milliard supplémentaires, alors que c'est ce que soulignait la ministre Florence Parly lors de ses vœux aux armées. Parce que évidemment, Colonel Pinon, il n'est absolument pas question d'abandonner la moindre compétence. Exactement. L'un des enjeux portés par la loi de programmation militaire est bien de consolider un modèle d'armée qui soit complet, c'est-à-dire un modèle qui soit capable de répondre à l'ensemble du spectre des menaces. Conserver notre supériorité opérationnelle impose donc de disposer d'un modèle qui ne fasse pas d'impasse aujourd'hui, mais qui n'en prépare pas demain.
C'est une démarche exigeante qui est le fruit d'une ambition nationale qui est affirmée. Et si la perte d'une capacité peut être un processus relativement rapide, il s'avère que reconquérir, c'est-à-dire maîtriser une capacité, une aptitude perdue, exige des délais absolument considérables, que ce soit pour développer et mettre en service un matériel nouveau, ou alors pour prendre en compte les délais qui sont nécessaires pour permettre de maîtriser un système d'armes par des équipages qui soient formés ou entraînés. Aujourd'hui, au regard de l'évolution du contexte international, conserver la supériorité opérationnelle impose de relever un certain nombre de challenges. Et je pense notamment à ceux de la technologie et de la masse. Deux enjeux qu'on a souvent opposés pour des raisons budgétaires. Mais ce sont deux défis qui aujourd'hui sont très clairement à réconcilier. Longtemps, on a considéré que la technologie allait prendre le relais du nombre. D'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, les deux sont nécessaires et complémentaires pour conserver l'ascendant sur l'adversaire. Et pour conserver l'ascendant sur l'adversaire, on peut le faire à la fois par le développement de technologies de pointe pour rester dans le peloton de tête des nations qui comptent, mais également par la capacité à s'engager dans la durée, dans des milieux complexes, mais aussi également à se régénérer. Et c'est là où je vous renvoie à la notion de masse. Alors cette masse, il y a différentes manières de la constituer. Bien évidemment, on va penser en première approche au format des armées, mais il y a d'autres moyens de le faire. On pourrait par exemple prendre le recours à des partenaires ou à des alliés dans le cadre de coalitions, mais c'est également en faisant appel à de nouvelles technologies, des technologies qui apporteront le nombre, notamment pour se concentrer sur certaines fonctions. Et là, très clairement, je vous renvoie vers la robotisation du champ de bataille qui est vraiment en marche et qui arrivera demain. Donc tenir notre rang, donc assurer notre sécurité dans un contexte de tension accrue face à de nouveaux acteurs plutôt décomplexés. Ce sont d'ailleurs des ambitions clairement réaffirmées par le président de la République au mois de février dernier. Donc Colonel Juventin, quel défi pour les armées ? Le défi, je rejoins ce que le colonel Pinon disait tout à l'heure, le défi pour les armées, c'est vraiment de tenir leur rang au sein de l'OTAN, au sein de l'Europe, et d'être capable de maintenir leur supériorité opérationnelle. Aujourd'hui, nous avons des armées qui sont organisées de manière réactive, qui sont capables d'être projetées instantanément sur les théâtres d'opérations extérieures ou de réagir instantanément face à une crise sur le territoire national. Elles sont aguerries au combat, elles sont crédibles. Donc il faut garder cette image, cette crédibilité, alors que le monde évolue, alors que de nouvelles menaces apparaissent. On voit l'apparition des drones, l'apparition des menaces dans l'infosphère ou de la militarisation de l'espace. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous, c'est d'être capable d'évoluer à la fois dans notre manière de s'entraîner, la manière de s'équiper et la manière de combattre pour arriver à conserver ce rang. Et pourquoi conserver ce rang? C'est pour avoir joué ce rôle de puissance d'équilibre. C'est vraiment le rôle que veut se donner la France, être capable de peser sur les crises pour les résoudre, être capable également d'avoir une crédibilité suffisante pour agréger des coalitions ou intégrer une coalition pour aller résoudre une crise à l'étranger. Donc c'est vraiment ça l'enjeu pour les armées françaises, c'est d'être capable de continuer dans les années qui viennent à maintenir leur rang au sein de l'Europe, au sein de l'OTAN et pour la protection du territoire national. Alors si justement on parle des engagements futurs de l'armée française, est-ce que vous nous expliquez un peu la manière dont l'EMA les appréhende, enfin l'état-major les imagine l'environnement que vous nous avez décrit, on le voit à partir des retours d'expérience des opérations déjà engagées. Qu'est-ce que seront les facteurs clés en fait, de la supériorité opérationnelle dans le futur relativement proche? Alors, les facteurs de supériorité opérationnelle, en fait, il y en a plusieurs. Je vais essayer de vous parler des plus importants. Bon, le premier, c'est la supériorité informationnelle. En fait, pour nous, l'enjeu, c'est d'arriver à analyser le théâtre d'opération, d'analyser l'environnement opérationnel, de comprendre le jeu des acteurs, de comprendre l'adversaire, de le connaître au point d'être capable d'anticiper ses actions et ses réactions. Ensuite, le deuxième facteur clé, c'est la supériorité décisionnelle.
Dès que l'adversaire présente une faille dans son dispositif, dès qu'on détecte une fenêtre d'opportunité pour agir, la décision doit pouvoir être prise immédiatement. Il faut avoir des outils d'aide à la décision, mais vraiment, la décision doit vraiment être prise dans l'instant. Les ordres doivent être envoyés aux différentes composantes et ensuite il faut être capable de piloter l'action, de coordonner les effets des différentes composantes pour dominer l'adversaire. Le troisième facteur de supériorité, on l'a déjà évoqué, c'est l'endurance. C'est être capable de durer. En fait, que ce soit des conflits asymétriques ou bien des conflits hybrides, de haute intensité, on passe par plusieurs phases. Une phase de haute intensité, une phase de reconstruction, une phase de stabilisation. Donc ces phases durent très longtemps, usent les matériels, usent les hommes et usent les volontés également. Donc il faut être capable de s'inscrire dans la durée, d'être capable de se régénérer pour atteindre les objectifs malgré l'usure des volontés politiques. Et enfin, le dernier facteur de supériorité dont je voudrais parler, c'est la supériorité morale. C'est-à-dire que face à nous, souvent, nous avons, la plupart du temps même, nous avons des adversaires qui ne respectent pas les lois de la guerre, qui ne respectent pas le droit international. C'est pas pour ça qu'il faut se battre avec le même niveau. Nous devons garder notre ascendant moral, nous devons garder notre supériorité morale, parce que c'est cette éthique qui va finalement créer le lien de confiance entre le commandement et les hommes, mais également entre les hommes et les populations, que ce soit sur le terrain, sur le théâtre d'opération, et également l'image que l'on a de nous, des armées, sur le territoire national, donc qui va vraiment favoriser notre action. On voit bien que là, quand même, on est sur des domaines très différents, parce qu'on doit faire évoluer le C2, le capacitaire, la doctrine. Donc, Colonel Pinon, ça va avoir un impact sur l'organisation des forces, obligatoirement? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, en préambule, je voudrais rappeler qu'on a trop souvent tendance à réduire la notion de capacité à celle d'équipement. Or, très clairement, le développement d'une nouvelle capacité opérationnelle, ce n'est pas une simple approche par équipement. L'approche capacitaire, c'est une approche globale qui s'inscrit dans la perspective qu'a évoqué le collègue Juventin de contrat opérationnel. Derrière les capacités opérationnelles, on a un ensemble cohérent qui est constitué de personnels qui ont été recrutés, formés, entraînés, organisés, pour mettre en œuvre et maintenir des équipements selon un concept d'emploi pour obtenir un effet désiré. Donc là, tous les mots que je viens de citer sont des mots qui sont importants et qui sont pesés. On voit bien que derrière une approche capacitaire, c'est l'anticipation de différents enjeux. Des enjeux de doctrine, des enjeux d'organisation des forces, des enjeux de ressources humaines, des enjeux de soutien, des enjeux d'entraînement, des enjeux d'interconnexion avec d'autres systèmes d'armes et avec des systèmes de commandement que vous évoquiez. Mais aussi, c'est la possibilité de mutualiser, de partager, de collaborer avec d'autres partenaires ou avec des alliés. Donc on voit bien que derrière un équipement, on trouve en fait des hommes, des femmes, des parcours professionnels et des carrières. Voilà, je vous propose maintenant de prendre le temps de répondre rapidement à quelques questions que vous nous posez. Je vous rappelle, c'est dans l'onglet questions, à ne pas confondre avec l'onglet chat, parce que sinon les questions ne remontent pas. Voilà, alors on nous demande une hypothèse d'engagement majeur, ça change quoi concrètement pour les armées? Qui veut répondre? Oui, je vais prendre la parole. En fait, les armées aujourd'hui sont organisées, entraînées, équipées selon deux types de modèles. Le premier, c'est ce qu'on appelle la situation opérationnelle de référence. C'est ce qu'on fait au quotidien. C'est la capacité à agir sur le territoire national en appui des forces de sécurité intérieure ou de sécurité civile. C'est également la capacité à répondre à une crise à l'étranger en projetant des forces ou de la puissance pour tenir nos engagements, nos alliances, etc. Et c'est également la capacité à réagir, donc avec des forces en alerte, et à commander les opérations. Tout ça, c'est la manière dont nous sommes organisés et dont nous fonctionnons au jour le jour en France. Après, il y a l'hypothèse d'engagement majeur. On y travaille, on s'y prépare, mais il faut comprendre qu'on change complètement de dimension. En fait, l'hypothèse d'engagement majeur, il faut imaginer un conflit hybride, donc un volet de haute intensité aux portes de l'Europe, contre un adversaire aux portes de l'Europe, et un adversaire donc il va falloir combattre en coalition,
avec des structures de commandement qui sont adaptées. Mais il y a un adversaire qui est également capable de mener des actions soit subversives, soit des attaques terroristes, etc., sur notre territoire national. Et donc il va falloir en même temps projeter des forces à l'étranger, en coalition, s'intégrer dans les coalitions, donc être interopérable avec nos alliés, et en même temps protéger le territoire national contre les actions de l'ennemi. Ça, c'est l'hypothèse d'engagement majeur. Ça suppose de revoir complètement nos actions en cours, nos opérations en cours, de se réarticuler et d'être capable de tenir sur la durée en régénérant les hommes et le matériel. On nous demande également, on nous dit que certaines grandes puissances sont dotées de cyberforces d'attaque. Est-ce que les armées vont se doter de ce nouveau type de bataillon ? Bon, je peux essayer de répondre également. En fait, on a depuis plusieurs années un commandement des opérations cyberdéfense. Les armées ont intégré des chaînes de défense contre les attaques cyber. L'outil de défense, l'outil à l'intérieur des armées, donc la cyberdéfense est déjà prise en compte. Ça évolue tous les jours, on renforce les structures, on réorganise, on devient beaucoup plus opérationnel, on est reconnu au sein de l'Europe. Mais il faut comprendre que c'est une action interministérielle. Et effectivement, il y a des organismes comme l'ANSSI, etc., qui chapeautent toute cette réponse de l'État face à la menace cyber. Nous sommes un volet de la réponse cyber face aux menaces qui viennent de l'étranger ou qui sont générées sur notre sol. Oui, les armées s'y préparent, elles sont organisées elles évoluent dans leur mode d'action, etc. Et puis elles s'entraînent également en ambiance cyber. Très bien, rapidement, une troisième question. On nous parle de véhicules. Cette fois-ci, les véhicules de nouvelle génération sont de plus en plus lourds et volumineux. Est-ce que la véritable innovation, ce ne serait pas de faire plus légère et plus petite ? Alors, je peux peut-être en dire un mot. En fait, aujourd'hui, on travaille sur des technologies justement qui permettront d'alléger les véhicules, donc typiquement des blindages beaucoup plus légers dans des matériaux nouveaux, composites, voilà. Mais il y a une autre innovation qui est envisageable et c'est une option qu'on a prise dans le cadre de MGCS notamment, c'est de répartir les effecteurs et les capteurs finalement sur plusieurs types de plateformes coordonnées entre elles. Donc, ce qui permet individuellement d'avoir encore des plateformes très agiles, mais de disposer de toute la palette de capteurs et d'effecteurs. Très bien. Allez, une dernière petite question pour cette session. Comment est-ce que les armées font pour répondre aux défis énergétiques, notamment en termes de réduction des réserves fossiles ? Alors écoutez, si ça ne vous saute pas aux yeux, il y aura une table ronde dédiée à l'énergie demain. Voilà, à moins que vous souhaitiez dire un mot sur la question. On peut évoquer l'hybridation, par exemple. Donc ça, c'est quand même une technologie qu'on a étudiée à travers des études amont. Et la ministre de la Défense, Florence Parly, a annoncé récemment un démonstrateur de Griffon hybride. Donc Griffon, un des véhicules du programme Scorpion. Et puis, on peut imaginer aussi l'utilisation croissante de biojet, par exemple, donc des carburants qui utilisent aussi une part non fossile, en fait. Très bien. Écoutez, il est temps, je pense, on reviendra sur d'autres questions tout à l'heure, mais il est temps maintenant de parler avenir, n'est-ce pas, Didier ? Voilà. Et d'ailleurs, de toute manière, la question des énergies plus vertes sont prises en compte dans l'avenir pour les armées. C'est un vrai sujet en discussion. Mais on va voir justement au niveau de l'état-major comment s'organise cette prise en compte de l'évolution des opérations et de l'organisation. Alors, l'une des forces des armées, c'est très clairement leur capacité à planifier. C'est vrai dans le domaine opérationnel, mais c'est aussi particulièrement vrai dans le domaine capacitaire. Préparer l'avenir, c'est même le cœur du travail capacitaire, et qui plus est, à un horizon qui est souvent bien plus éloigné que celui qui est pratiqué dans le monde civil. Les armées se sont longtemps appuyées sur un document qu'on a appelé le plan prospectif à 30 ans. Alors 30 ans, c'était peut-être un peu trop lointain, ce qui fait qu'au courant des années 2000, on a décidé de ramener cet horizon à 15-20 ans, peut-être pour mieux capter l'accélération de l'innovation, mais également pour le ramener à un horizon temporel, c'est-à-dire 2 lois de programmation militaire, finalement qui permettent de réellement travailler sur des capacités futures qui seront
disponibles à l'horizon considéré. J'en veux pour preuve les grands programmes qui sont développés aujourd'hui, programmes de remplacement dans le domaine de l'aviation, ou de chars de combat, ou le futur porte-avions de nouvelle génération, sont tous les trois des programmes qui seront livrés à l'horizon 2040. D'accord ? Alors aujourd'hui, donc, on travaille sur un horizon un peu plus réduit dans un document qu'on appelle le besoin militaire prospectif. C'est un document qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Vous allez me dire, c'est surprenant, mais en fait c'est vraiment ça l'intérêt, c'est qu'il pose des questions, il vient nous challenger dans la manière d'aborder les sujets d'avenir, de manière à pouvoir orienter la recherche, servir de référentiel prospectif pour à la fois aussi les industriels et nos alliés, mais également contribuer aux travaux d'adaptation des armées. Alors ce document, il identifie 6 capacités aptitudes capacitaires structurantes qui viennent poser des questions, interroger le besoin de demain. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est probable? Ou est-ce qu'on doit le provoquer pour préparer la capacité future? Donc ça va identifier des domaines d'études à explorer. Alors je pense aujourd'hui très clairement on est dans l'intelligence artificielle, dans l'énergie dirigée, dans le cloud, notamment le cloud de combat avec des enjeux de sécurisation, de recours à des niveaux de confidentialité différents qui sont des vrais défis technologiques. Mais ça va aussi poser des questions. Ce qu'on appelle, nous, des dilemmes capacitaires, ce sont finalement des injonctions paradoxales. Comment est-ce que je vais concilier demain la vitesse et la furtivité? Comment est-ce que je vais concilier l'automatisation et le maintien de l'homme dans la boucle, etc., etc. Chaque aptitude étant interpellée par ce type de questions. Voilà. Donc, toutes ces réponses, elles contribuent à apporter des orientations sur les capacités futures. Donc, en fait, le besoin militaire prévisible, disons, c'est quoi, 10 ans 15, voilà, c'est ça. 10-15 ans. Si on passe sur des prospectives à 20-30 ans, alors là, c'est plutôt la spécialité de votre service à la DGA, Delphine Dufour-Moretti, articulation, justement, entre COCA, cohérence capacité de l'état-major et vous? Oui, alors pour définir les feuilles de route d'évolution des systèmes et les travaux prioritaires à mener en matière d'études amont, de recherche et technologie, on s'appuie sur ce qu'on appelle la démarche capacitaire renforcée. Alors ça consiste d'abord à définir un ensemble de scénarios représentatifs d'une capacité donnée, par exemple la surveillance maritime ou bien le combat aéroterrestre, et ce face à différents types d'ennemis, plutôt symétriques ou asymétriques. Et ensuite on modélise différentes architectures possibles pour cette capacité en faisant varier leurs composantes. Donc par exemple le nombre de véhicules de tel ou tel type, le nombre de robots, leur niveau de supervision, leur dotation au sein des différentes unités. Et ensuite, on compare ces différentes architectures pour sélectionner les plus efficientes. Alors, d'autres critères peuvent aussi rentrer en ligne de compte, par exemple les possibilités de coopération, d'export, et puis bien sûr le coût. Et une fois qu'on connaît le but à atteindre, donc l'architecture cible, on peut en déduire les travaux d'études amont à réaliser en priorité. Donc, d'ailleurs, les priorités en la matière sont indiquées annuellement, globalement, dans le document de référence de l'orientation d'innovation de défense, le DROID, qui est diffusé par l'Agence d'innovation de défense. Voilà, alors par ailleurs, pour réaliser ces travaux, on a mis en place donc un fonctionnement plus intégré entre la DGA et l'EMA, qui se traduit d'abord par un rapprochement physique en fait, du pôle capacitaire de l'EMA et du pôle d'architecture donc de la DGA, et par la constitution d'un plateau de travail collaboratif à Ballard, dans le but de dynamiser vraiment les échanges. Vous êtes voisins au quotidien maintenant. Exactement, voisins de bureau. Et donc, ça permet de partager les compétences technico-opérationnelles et de fluidifier vraiment les interactions en utilisant des outils numériques, des outils de brainstorming, des outils de modélisation, de simulation, mais aussi d'acquérir vraiment la même appréciation des enjeux des opérations d'armement entre toutes les parties, et ça se traduit notamment par des documents uniques de besoins sur chacune des opérations d'armement. Et puis ensuite, le processus de préparation des opérations d'armement, il s'effectue désormais à l'échelle des capacités vraiment, plutôt que programme par programme. Alors l'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles, de pouvoir intégrer les technologies innovantes, typiquement celles qui sont fondées sur la coopération, donc qui sont transverses au programme, le combat collaboratif.
Et puis aussi d'optimiser les solutions globalement, donc de bien doser le nombre de matériel de tel ou tel type, renforcer aussi la coordination entre par exemple des unités au sol, des unités aéroportées, créer peut-être à terme des synergies entre les robots équipiers qui accompagneront les plateformes des différents milieux, et pour réaliser typiquement des observations coordonnées. Et puis, autre exemple, on ne remplacera pas forcément donc, un char par un autre char. On a évoqué tout à l'heure le MGCS, qui sera un système multiplateforme et qui pourra remplir de nouvelles fonctions au profit du groupe tactique interarmes, par exemple peut-être la lutte anti-drone. Alors, en parlant d'avenir, je vous propose maintenant de vous livrer à un petit exercice qu'on pourrait appeler l'essentiel en 30 secondes. Je vous pose une question et j'attends des réponses particulièrement brèves. Vous allez voir. Regardez. Alors, Éric Bruni, pour vous, l'avenir, il est collaboratif ou secret défense? L'avenir sera certainement plus collaboratif qu'aujourd'hui. Colonel Juventin, pour vous, l'avenir, c'est préparation en réel ou préparation en virtuel? Pour moi, l'avenir, ce sera la préparation en virtuel, car il faut maîtriser les évolutions de la technologie et les rendre accessibles. Colonel Pinon, pour vous, l'avenir, c'est combat sur le terrain ou combat à distance? Alors ce sera plutôt à distance, car il importe de pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire avant l'engagement au contact. Et enfin, Delphine Dufour-Moretti, pour vous, l'avenir, c'est en coopération ou seul? En coopération de plus en plus. Voilà, Didier, je pense que vous avez tout noté au fur et à mesure. Vous allez pouvoir rebondir et demander pourquoi. Et on va le faire tout de suite avec l'ingénieur général de l'armement, Éric Bruni, donc collaboratif ou secret défense. Vous avez répondu que l'avenir, ce sera plutôt collaboratif. Oui, tout à fait. Et cette collaboration devra se faire à tous les niveaux, comme on l'a pu l'évoquer déjà sur l'aspect démarche capacitaire. Tout d'abord, il s'agit de faire collaborer dans le monde du renseignement que je représente les différents capteurs et les différentes compétences en interne, de manière à pouvoir croiser les informations et détecter des signaux qui ne seraient pas perceptibles si chacun travaillait dans son domaine. Et par exemple, croiser ce qui vient d'une image satellite avec des renseignements humains, avec de l'information interceptée dans le monde cyber, nous permet de mettre en évidence des événements qui sinon resteraient noyés dans le bruit ambiant de ce magma d'informations. Il s'agit aussi de faire collaborer les différents services de renseignement français et partenaires afin de recouper et d'agréger des informations qui, prises séparément, n'auraient pas de signification aux yeux des traitants. Et il s'agit enfin de collaborer avec l'industrie, avec le monde académique, afin de bénéficier des compétences et des innovations qu'ils sont susceptibles de nous apporter. Donc c'est vraiment un challenge, puisqu'il s'agit bien d'ouvrir nos pratiques, de collaborer plus, mais bien évidemment tout en protégeant encore nos informations, en tout cas celles qui le méritent. Je prendrai peut-être deux exemples pour illustrer le propos. D'une part, la DRM aujourd'hui collabore avec l'Institut INRIA pour mettre en place un environnement de simulation, une sorte de serious game, qui immerge les joueurs dans le travail quotidien d'une équipe de renseignement qui a pour but, par exemple, de préparer un briefing opérationnel. Tout ça, bien évidemment, avec des données et des informations qui sont fictives. Le but, c'est d'acculturer les acteurs extérieurs, que ce soit donc les industriels, les universitaires, mais également, potentiellement, des responsables politiques ou des journalistes, aux spécificités du métier du renseignement. Et ça permettra probablement aussi d'évaluer de nouvelles méthodes et de nouvelles technologies. Et si je prends un deuxième exemple de collaboration avec l'industrie, on en a beaucoup entendu parler dans la presse depuis 2-3 semaines. Il s'agit des travaux que nous avons menés depuis 3 ans dans le domaine du renseignement d'origine image avec la société qui s'appelait EarthCube, qui maintenant s'appelle Preligence. Et ça en partenariat avec la DGA et donc la DRM, à l'initiative d'Intelligence Campus. Et là, dans une démarche de co-construction d'un outil ou d'un démonstrateur qui s'appelle Taya, en associant des équipes industrielles, des ingénieurs de la DGA, des experts métiers de la DRM, nous avons pu expérimenter en grandeur réelle
un outil qui apporte finalement, qui montre tout l'apport de l'intelligence artificielle pour l'interprétation de photos satellites. Et on a déjà des gains opérationnels qui sont réalisés. Alors effectivement, cet outil Taya, on va voir à quoi ça ressemble ou comment l'intelligence artificielle permet la surveillance satellitaire. Taya est une expérimentation hébergée au sein du Centre de formation et d'interprétation interarmée de l'imagerie de la Direction du renseignement militaire, qui vise à construire un outil sur mesure de détection automatique d'activités sur des sites d'intérêt géographique identifiés. Chaque jour se réunissent les experts de la société Earthcube, de la DGA et les spécialistes du renseignement d'origine image d'intérêt militaire. Concrètement, nous avons installé une plateforme d'expérimentation qui est alimentée avec des images opérationnelles de la nouvelle constellation de satellites d'observation CSO. Les algorithmes développés nous permettent de détecter, de reconnaître et d'identifier des avions, des véhicules, des navires, et ceci sur un volume d'images sans cesse croissant. Cette technologie vient aider les experts dans leur travail de recherche d'informations et d'indices sur les images, mais également leur permet d'améliorer l'analyse de l'activité sur des sites d'intérêt géographique présélectionnés. Ils peuvent ainsi s'affranchir d'une part de leurs tâches particulièrement fastidieuses et se concentrer sur celles à plus forte plus-value. Cet apport de l'intelligence artificielle va également nous permettre de faire évoluer nos métiers, dans lesquels une part plus importante sera dédiée au traitement des données. Accompagné par une intelligence artificielle maîtrisée, l'exploitant est averti de l'évolution de l'activité sur un site d'intérêt géographique grâce à des remontées d'alerte qu'il aura préalablement définies. L'expérimentation Taya, dans une démarche de co-construction, ne se résume donc pas à une simple acquisition technologique, mais nous aide réellement à appréhender cette évolution. Les premiers résultats obtenus nous ont motivés avec la DGA à poursuivre l'expérimentation. À terme, l'objectif sera de proposer cette capacité technologique à l'ensemble des acteurs du renseignement d'origine image et de l'analyse. D'ici là, nous allons progressivement associer de nouvelles populations du ministère à cette expérimentation. Aujourd'hui, les premiers gains opérationnels sont déjà identifiés. Grâce au flux d'images traitées, nous pouvons déceler des activités parfois fugaces et jusqu'alors inconnues sur certains sites d'intérêt particulier, tels par exemple la présence de drones sur une plateforme sur lesquelles ils n'avaient encore jamais été observés. La mise en place d'alertes paramétrées permet également de raccourcir le tempo du renseignement. Impressionnant. Donc la gestion des big data et... On va revenir justement sur les opérations. Colonel Juventin, vous nous dites qu'entre réel et virtuel, aujourd'hui, ça sera plus de virtuel, mais pas seulement d'ailleurs dans la préparation ou dans l'entraînement, mais même dans la planification des opérations. Oui, tout d'abord, avant de parler de virtuel, je voudrais rappeler quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est que il n'y a rien de plus réel qu'une opération, rien de plus réel que la confrontation militaire, le combat, dans tous les milieux, y compris dans ses formes les plus extrêmes, qui est celle de délivrer de l'armement et de donner la mort. Cela dit, le virtuel, c'est vraiment l'enjeu de demain. C'est comment intégrer le virtuel dans l'entraînement et la préparation des forces, et également dans l'engagement sur le terrain, engagement opérationnel en opération. Alors, l'entraînement des forces, ça peut être par exemple l'entraînement des équipages dans un avion ou dans un char, etc. Ça peut être également des exercices. Pour les exercices, on peut très bien imaginer la création de scénarios, des scénarios évolutifs qui font appel à l'informatique, à l'intelligence artificielle, au virtuel, pour arriver à faire évoluer le scénario en fonction des décisions qui sont prises par l'état-major et des erreurs qui sont commises. Et voilà, d'imaginer ce que l'ennemi pourrait faire pour arriver à mettre le doigt sur les erreurs et progresser. Donc ça, c'est la partie préparation opérationnelle, exercice interarmé, exercice d'état-major également. On peut très bien imaginer l'intégration de nouvelles technologies de l'information dans cette préparation. En opération, même si on conduit les opérations en cours, on essaye toujours de planifier le coup d'après. Trouver des nouveaux modes d'action pour que l'ennemi soit constamment surpris, pour qu'on conserve l'initiative sur le terrain. Et donc pour ça, il faut arriver à déjà imaginer ce qu'est le théâtre d'opération,
Imaginer comment l'ennemi et le dispositif de l'ennemi sur le théâtre. Donc arriver à modéliser ce théâtre, arriver à jouer les modes d'action que l'on imagine, les nouveaux modes d'action que l'on imagine, pour essayer d'imaginer, enfin de voir les effets que cela aurait sur l'adversaire. Donc on essaye plusieurs modes d'action, on voit les effets, on voit les failles également de notre plan, et ça permet d'affiner le plan et de le mettre en œuvre dès qu'on a l'opportunité de le faire. Donc oui, le virtuel, le réel, le virtuel, c'est un peu comme, que je parlais au début, le simulateur de vol. C'est le paradigme du simulateur de vol. Le simulateur de vol ne remplace pas l'activité aérienne, le vol réel. En revanche, toutes les heures de vol que vous faites au simulateur permettent de valoriser et de tirer le maximum des heures de vol que vous allez faire après, des missions que vous allez faire après, seul ou en patrouille. Donc, réel ou virtuel, le virtuel c'est l'enjeu de demain, mais l'enjeu c'est vraiment le réel augmenté du virtuel. Alors je vous propose précisément d'aller à la rencontre de ceux qui étudient comment améliorer la prise de décision à travers de nouvelles manières de planifier des opérations militaires. Manzalab est une société qui a pour but d'apporter les technologies, les savoir-faire du jeu vidéo pour le monde de l'entreprise. Avec la Direction générale de l'armement, nous conduisons un projet de recherche. L'enjeu est de mesurer la capacité et la qualité des décisions dans un environnement 100% virtuel. À plusieurs, entre personnes d'état-major, entre experts aussi, qui pourraient être distants, certains se trouvant sur le théâtre des opérations, d'autres se trouvant en France. Nous sommes les principaux organisateurs et développeurs puisque nous faisons la solution de réalité virtuelle qui va être testée et nous nous appuyons sur l'école Estia qui nous permet de définir les scénarios à usage militaire. La réalité virtuelle et d'une manière générale toutes les technologies immersives ont aujourd'hui beaucoup d'applications d'usage, que ce soit dans les jeux vidéo, mais aussi nous l'utilisons beaucoup pour la formation. Le ministère des Armées nous demande d'évaluer l'utilisation de ces technologies pour des besoins militaires. Il y a 2 ans, nous avons mené une très belle expérimentation à Balard. Ces militaires de haut grade pouvaient mettre un casque de réalité virtuelle et se retrouver dans une salle de briefing avec, en présence virtuelle sous forme d'hologramme, un colonel des forces spéciales qui briefait une opération de libération d'otages. C'est suite à cette expérimentation que le ministère des Armées a voulu approfondir la question en créant ce RAPID. On travaille beaucoup avec les sciences cognitives et cela nous a permis de théoriser et de savoir ce qu'il faut pour recréer la présence virtuelle. Si on regarde une même carte d'opération militaire, on voit tous dans quelle direction on regarde dans l'environnement virtuel. C'est ça la présence virtuelle. Cognitivement, quelque chose qui est très important, c'est surtout quand on est dans un contexte de décision très complexe avec énormément d'informations, c'est de donner les bonnes informations aux bonnes personnes. Et là, dans une salle de planification virtuelle, on peut avoir des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans des salles de planification réelles. Voilà, donc voir plus loin, cibler plus loin, frapper plus loin. Combat de terrain ou combat à distance, Colonel Pinon, vous avez répondu plutôt à distance. C'est quand même une évolution assez forte du métier de soldat. Alors, je ne pense pas que ce soit une évolution aussi forte que ça, parce que depuis toute éternité, en fait, l'homme a essayé d'atteindre son adversaire à distance. Que ce soit d'abord le javelot, puis l'arc, l'arbalète, le fusil, le canon. On a toujours essayé de chercher à atteindre l'adversaire avant qu'il puisse vous frapper. Et c'est bien dans cette dynamique-là qu'on doit s'inscrire. C'est continuer à prendre l'ascendant avant qu'il y ait contact. Et donc de repousser les limites de l'engagement, notamment pour protéger nos soldats. Alors il y a plusieurs manières de le faire. On a évoqué les armes, effectivement. On continue à travailler l'allonge de nos capacités, la portée de nos armes, mais il y a également la protection accrue de nos moyens, que ce soit des protections passives ou actives. Et je bondis sur la question qui nous était posée tout à l'heure, sur la taille des véhicules. Bien évidemment, nos véhicules sont plus gros aujourd'hui parce qu'on est plus exigeant sur la protection vis-à-vis notamment des mines et des IED. Et enfin, il y a un troisième moyen de repousser l'engagement au contact, c'est d'optimiser l'emploi des capacités, Delphine l'a évoqué tout à l'heure, en démultipliant les effets par notamment un partage optimisé de la donnée.
Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça permet d'améliorer la connaissance de la situation, d'accélérer la boucle des décisions, ça a déjà été évoqué. Et c'est cette infovalorisation dont on entend souvent parler, qui est au cœur du programme Scorpion, qui est en cours de déploiement dans l'armée de terre et qui sera enrichi et complété à l'horizon 2040 par le programme Titan. Donc Scorpion, c'est deux choses. C'est d'abord le renouvellement dans une dynamique de cohérence et globale de plateformes, de véhicules blindés de l'armée de terre qui ont été mis en service dans les années 70. Donc là, c'est vraiment le moment de changer. Et ensuite, c'est aussi la relève du défi du combat collaboratif. Et donc ce combat collaboratif, c'est le ciment entre les capacités, c'est ce qui permet de valoriser le fond du programme Scorpion. Et on retrouve une démarche complètement identique dans le domaine aérien, avec le programme SCAF, donc le système de combat aérien futur, qui lui aussi va chercher à conserver cette capacité à acquérir et maintenir la supériorité aérienne, mais également de créer une interconnexion massive entre les moyens aériens dans une dynamique d'approche de système de système pour essayer de démultiplier à la fois les forces et les effets. Donc on a vraiment deux milieux, une même démarche. C'est ça qui est assez intéressant. Et je pense que Delphine va pouvoir développer un peu plus sur le sujet Scorpion. Oui, alors effectivement, l'objectif du programme Scorpion, c'est bien de préserver la supériorité opérationnelle de l'armée de terre à travers les deux axes qui ont été évoqués. Donc d'abord, en renouvelant les véhicules blindés médians, ceux de la gamme 10-30 tonnes, on va dire, pour les doter des dernières technologies. Et puis aussi en exploitant pleinement donc, la mise en réseau pour intensifier et accélérer les coordinations entre plateformes. Alors pour cela, Scorpion s'inscrit dans une démarche incrémentale, c'est-à-dire qu'on va incorporer les innovations au fur et à mesure qu'elles arrivent à maturité dans des standards successifs de véhicules et d'équipements. Alors pour créer cette coopération entre plateformes, Scorpion s'appuie sur un triptyque. Donc d'abord, on a un nouveau système d'information unifié qui s'appelle le CICES, connecté à une électronique embarquée sur les plateformes, donc la Vétronique. Ensuite, on a l'intelligence artificielle et puis l'homme qui reste en permanence dans la boucle de décision. Et grâce à cela, on pourra atteindre très prochainement un premier niveau de combat collaboratif avec notamment ce qu'on appelle la protection collaborative qui va permettre d'améliorer la détection et l'identification en temps réel des menaces et de réagir en temps accéléré pour définir la meilleure riposte et le véhicule qui va être chargé de cette riposte. Ensuite, on passe à une deuxième étape. Alors, en fait, au-delà, le combat collaboratif, il va évoluer en continu. Big data, intelligence artificielle, objets connectés, les nouvelles interfaces homme-machine aussi à base de réalité virtuelle, réalité augmentée, permettront de réagir plus vite que l'adversaire. Et par exemple, en combinant les capacités d'un fantassin, d'un drone, d'un griffon et d'un jaguar, les feux collaboratifs permettront le tir au-delà de la vue directe et les soldats amis seront informés en temps réel pour se protéger. C'est un peu l'idée de soldats connectés ou de soldats augmentés. Alors on peut dire même que c'est une armée qui va être augmentée. Alors aussi bien les combattants que les véhicules, les combattants que les véhicules qui vont être améliorés sur toutes leurs fonctions. Donc les véhicules ils vont intégrer davantage de protection et de mobilité, une fonction feu plus diversifiée, des moyens d'observation et une connectivité accrue. Et le combattant débarqué lui-même, il va être plus agile, plus autonome, mieux protégé et pleinement intégré donc, lui aussi au combat collaboratif. Et donc si on voit encore plus loin dans le futur, troisième phase ? Oui, alors d'abord un petit mot quand même sur la robotique et les drones qui vont évoluer progressivement vers de véritables équipiers capables de suivre la manœuvre vraiment grâce à l'autonomie décisionnelle aux côtés des systèmes habités et des fantassins. Alors il faut dire que la complexité du milieu terrestre, très hétérogène et cloisonné, impose des efforts vraiment soutenus en matière d'innovation dans le but vraiment d'arriver à une intelligence tactique qui mêle à la fois les aspects mobilité et les aspects plus mission, le tout dans un cadre mono-robot ou multi-robot et avec toujours une supervision humaine renforcée. Et puis, pour aller encore plus loin, il va y avoir des concepts de rupture. Alors, ces concepts, ils sont déjà à l'étude. Donc, on a évoqué le programme MGCS avec les systèmes multiplateformes.
qui vont succéder aux chars lourds actuels. Et tout ça, ça s'inscrit pleinement dans la vision stratégique de l'armée de terre à horizon 2040, avec Titan. Titan étant le projet qui doit apporter la supériorité opérationnelle aux forces terrestres dans les conflits de haute intensité du futur. Oui, d'accord. Et dans ce cadre-là, effectivement, donc entre coopération ou faire tout seul, en fait, on ne peut plus faire tout seul, ça sera coopération. Ben, c'est ça. Alors, disons que faire cavalier seul, aujourd'hui, compte tenu du coût des hautes technologies, et puis aussi compte tenu de l'intérêt, en fait, de la coordination interalliée, ce ne serait pas forcément très pertinent. Typiquement, avec l'Allemagne et l'Espagne, nous travaillons en coopération sur un système de combat aérien de nouvelle génération. Alors, cette coopération initiée en 2017 se structure, d'autant que nous avons la même vision en fait, entre les trois pays du besoin opérationnel. Et puis, elle a notamment été officialisée en 2019 à travers la signature au Bourget d'un accord cadre. Donc là, c'est bien, on parle bien du système de combat aérien futur. Mais c'est ça, le SCAF. Alors, le SCAF qui vise à succéder en fait aux flottes d'avions de combat actuelles. Il devrait être mis en service à l'horizon 2040 et il va s'articuler autour d'une composante pilotée, donc les avions, de missiles et puis aussi de drones, donc ce qu'on appelle les remote carriers en anglais, fortement connectés, tous aptes à agir au sein d'un système de systèmes. Alors son objectif, ça va être de faire face aux défis des environnements opérationnels futurs. Et le SCAF, pour cela, il va donc devoir être polyvalent déjà pour pouvoir mener toutes les missions air surface qui lui sont allouées. Il devra être interopérable avec les moyens OTAN et Union européenne. Il devra disposer d'une connectivité renforcée et de capacités de fusion de données temps réel. Et puis aussi une particularité française pour l'aéronaval, il devra être navalisable. D'accord, mais toujours pareil, c'est cette notion de combat collaboratif connecté. Oui. Alors, en fait, compte tenu des élongations des théâtres d'opération et puis aussi compte tenu du vaste champ de missions à couvrir, il va falloir vraiment envisager l'action de manière en pleine interopérabilité à la fois entre les plateformes du SCAF et avec les capacités alliées. Alors pour y parvenir, on va avoir besoin de 3 leviers essentiels. Premièrement, une architecture informatique ouverte, avec des systèmes de communication, des modèles de données qui répondront à diverses exigences d'adaptabilité, d'intégration, d'évolutivité et puis de résilience. Ça nécessitera aussi la standardisation des normes, des standards avec l'UE et l'OTAN. Deuxièmement, en fait, la prolifération de l'intelligence artificielle et de la numérisation chez l'ennemi nous nécessite, pour gagner l'ascendant sur les systèmes adverses équivalents, d'opérer dans des espaces maintenant immatériels, informationnels. Et dans ce cadre, il va falloir gérer l'énorme flux de data qui est généré par le combat collaboratif connecté et bien maîtriser tous les processus décisionnels homme-machine qui existent dans les boucles classiques d'observation, orientation, décision, action du combat aérien. Et troisième levier, la robotisation dont on parlait tout à l'heure, alors notamment avec les remote carriers, les drones là, qui constituent une véritable nouveauté. Donc ce sont en fait des effecteurs déportés qui transportent des charges utiles et qui vont agir comme des compléments de survivabilité et d'efficacité pour les avions, pour l'avion. Ils vont par exemple se comporter comme des leurres ou bien agir en essaim pour saturer les capacités de détection des radars adverses. D'accord, donc toutes ces datas qui seront donc rassemblées dans un combat cloud, ça ressemble à quoi un combat cloud en fait? Alors c'est encore difficile de le dire précisément aujourd'hui. En fait, on sait qu'il s'appuiera sur des serveurs, sur des capacités de traitement qui vont être judicieusement réparties entre les plateformes. Son objectif, ça va être d'assurer la meilleure exploitation possible des datas avec un haut niveau de résilience globale. Et puis il faut dire qu'en tant qu'Internet des objets, le SCAF il va être confronté au défi des débits de communication, de sécurité et d'interopérabilité. Et donc il va avoir besoin de capacités d'auto-analyse et de reconfiguration pour faire face à toutes les attaques cybernétiques possibles et même aux pertes de liaison.
Et pour accélérer les prises de décision, il exploitera toutes les facettes de l'intelligence artificielle. Alors qu'elle soit plutôt prédictive, plus explicative, un peu plus intuitive dans l'instant pour aider le pilote et le commandement. Alors on va justement essayer d'aller sur quelque chose qui soit un exemple justement de cette aide que peut apporter l'intelligence artificielle. Vincent, vous êtes virtuellement à bord d'un cockpit d'avion de combat de futur. Donc vous avez des lunettes sur les yeux. Qu'est-ce que vous voyez et quelles sont vos impressions ? Absolument, absolument Didier, je suis actuellement en mission de combat, virtuellement bien entendu. Et c'est absolument extraordinaire parce que vous voyez cette interface devant moi. C'est une interface avec des commandes qui répondent à la voix, à reconnaissance vocale. Je montre un petit peu comment ça fonctionne. Là, on va demander de partir sur la droite, on va le demander à la voix et on va progressivement là. Le demander, partir à droite, voilà, hop, c'est parti. Voilà, on va revenir au centre. On va demander un tir. Hop, c'est parti. Et puis on va, pourquoi pas, aller maintenant sur la gauche. Voici. Voilà, on va revenir. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Tout ça est commandé simplement par la voix. Alors évidemment, il y a une personne qui va nous expliquer ça très bien. On va se connecter avec elle. C'est une personne qui est avec nous en duplex depuis Nancy. Voilà, Dominique Faure, vous êtes avec nous depuis Nancy en direct. Dominique, bonjour. Voilà, bonjour. Donc vous êtes chargé de recherche CNRS à Loria-Enria et vous êtes en charge d'une étude qui s'appelle ACDC. Alors ça ne fait pas de vous pour autant un rocker sur le tard, mais ACDC, vous allez nous expliquer, c'est quoi? C'est Audio Cockpit Denoising for Command Vocal. C'est ça? Expliquez-nous cette étude. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, le but, c'est de pouvoir commander donc, dans un cockpit d'avion à la voix. Parce qu'en effet, le pilote, dans son cockpit, il a les mains qui sont occupées, puisqu'il a une main sur le manche et une main sur la manette de gaz. Donc, c'est compliqué d'aller appuyer sur un bouton. En plus, si vous appuyez sur un bouton, vous détournez le regard, donc vous focalisez votre attention sur autre chose. Ça peut être dangereux en plein combat. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la voix pour avoir des informations ou faire des commandes. Alors utiliser la voix c'est très bien, mais enfin dans un cockpit d'avion il y a quand même du bruit. Alors comment on fait pour que la voix passe? Oui, alors le bruit est un des problèmes les plus importants parce que évidemment si dans un avion de chasse vous avez le bruit du moteur, du réacteur, vous avez en plus les bruits aérodynamiques et ça couvre parfois la voix du pilote. Donc on a développé des algorithmes pour enlever le bruit, pour supprimer le maximum de bruit pour que les commandes puissent être reconnues correctement et sans erreur par un système automatique. Alors on va voir précisément à quoi ça ressemble. On va d'abord écouter le bruit normal. Écoutez. Compute alternate trajectory. Voilà, et le bruit atténué, le voici. Compute alternate trajectory. Voilà, tout le bruit de fond a disparu. Alors comment vous faites? Voilà, donc le but était de faire disparaître un maximum de bruit de fond. Et donc, les méthodes qu'on utilise sont fondées sur des réseaux de neurones profonds, on appelle des Deep Neural Networks. Et les réseaux de neurones profonds, c'est actuellement au cœur des algorithmes utilisés en intelligence artificielle et en traitement du signal. Ce sont des algorithmes qui apprennent à partir d'exemples. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un résultat assez intéressant et qui permette d'être utilisable. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres partenaires sur ce projet? Oui, alors ACDC s'est déroulé dans le cadre du projet MMT, Man-Machine Teaming, qui a été piloté par la DGA et en partenariat avec le Loria, Thales AVS et Dassault Aviation. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait partager cette expérience. Impressionnant, Didier, n'est-ce pas? C'est plutôt impressionnant, oui, effectivement. Delphine, il existe des programmes d'une telle envergure, j'imagine, au niveau de la marine? Oui, alors par exemple, le programme SLAMF, sous maîtrise d'ouvrage de la DGA, qui vise à renouveler les capacités françaises de lutte contre les mines navales et aussi les capacités d'intervention subaquatique. Alors, à terme, SLAMF doit acquérir 8 systèmes de drones qu'on appelle les MLCM, donc les modules de lutte contre les mines, mais aussi les bâtiments de guerre qui vont permettre de les mettre en œuvre, et également des bâtiments base de plongeurs démineurs.
Alors, il se trouve qu'une première étape majeure vient d'être franchie et lancée en fait après avoir été approuvée donc, par Florence Parly, ministre des Armées. Elle a pour but d'acquérir les 4 premiers MLCM qui seront à livrer dès 2024. Alors, quelle est l'idée derrière ces systèmes? Eh bien, plutôt que de remplacer les chasseurs de mines des années 80 par des chasseurs de mines de nouvelle génération, on a décidé d'explorer de nouvelles voies technologiques, et comme celle des drones qui permettent d'agir à distance et d'éloigner l'homme de la menace. Et en fait, il y a déjà un prototype de réaliser. Alors oui, en collaboration avec le Royaume-Uni, sous l'égide de l'OCCAR, l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement. Et en fait, il est en train de terminer sa période de qualification à la mer. Alors, il est composé d'un drone de surface tractant un sonar remorqué dans le but de détecter les mines. Les opérateurs qui sont positionnés à terre ou dans le centre opération du bâtiment de guerre voient en temps réel plusieurs images de points d'intérêt et doivent déterminer si chaque objet détecté est une mine ou non. Ensuite, il y a un robot sous-marin, donc un ROV, qui est envoyé sur la mine, détecté aussi au moyen d'un drone de surface. Et ce robot est piloté à distance donc, pour relocaliser la mine, la classifier et puis la neutraliser au moyen d'une charge. Alors, le MLCM il comporte en plus des drones sous-marins qui sont équipés d'un système sonar équivalent au sonar remorqué et qui sont dotés d'une grande autonomie, ce qui leur permet d'intervenir par grande profondeur et en toute discrétion. Et ils peuvent aussi conduire la phase de détection dans une zone programmée et pendant de nombreuses heures enregistrer l'ensemble des détections à analyser par les opérateurs. En autonomie. En autonomie. C'est assez futuriste votre affaire là quand même. Alors oui, et on peut en rajouter. Donc autre point notable dans la guerre de demain, c'est que l'opérateur il va disposer en fait dans sa mission de classification des mines d'un système d'exploitation des données de guerre des mines qui lui permet en fait de confronter chaque cas observé par rapport à une base de données et qui vient en fait renforcer son expérience. D'ailleurs, les 4 MLCM, là, ils disposeront eux aussi d'une aide à la décision pour la détection des mines via des algorithmes de traitement du signal sonar par intelligence artificielle. Et de même, tous ces drones, ils vont gagner progressivement en autonomie fonctionnelle pour adapter, par exemple, leur mission à l'environnement. Alors, on peut dire en fait que le SLAMF, il illustre vraiment les ruptures technologiques du milieu naval. Et il devrait conférer à la marine le premier système de guerre des mines dronisé complet au monde. Bravo. Voilà. Très bien. Alors, dernière séquence de questions-réponses. On va la faire très courte parce qu'on est un petit peu en retard. Mais on a voulu se concentrer sur une question qui nous est remontée. Colonel Juventin, je crois qu'elle est pour vous. Quelle est la définition de la résilience pour les armées et comment est-ce qu'elle est prise en compte dans la préparation du futur? Déjà, la résilience de manière générale, c'est le fait de la capacité d'une organisation ou d'une armée de traverser une crise sans rupture, sans s'effondrer. Et dès que la crise est terminée, c'est de pouvoir revenir à une situation quasiment comme elle était avant la crise, proche de la normale. Donc ça, c'est de manière générale la résilience. Ça peut être face à une crise sanitaire, comme on l'a vu aujourd'hui, face à une crise sécuritaire, ou une catastrophe naturelle dans les dom-toms ou sur un théâtre, dans un pays étranger. La résilience, oui, on s'y prépare, mais les armées ne sont qu'un élément de cette résilience. C'est vraiment la résilience de la nation, la résilience de l'État qui est important. Lorsque les armées vont intervenir, elles vont être, si c'est sur le territoire national, ça va être en appui des structures de l'État. Si c'est à l'étranger, effectivement, ça va être une manœuvre militaire, mais qui sera coordonnée avec les autres piliers de l'État, la diplomatie, le développement, les finances, etc. Et dans tous les cas, ça va être un effort national, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. Alors, on s'y entraîne pour garantir nos accès aux ressources, pour garantir la capacité de nos systèmes et de nos hommes à se régénérer et garantir également la redondance de tous nos systèmes de commandement. Voilà.
Très bien, merci à vous. Didier, je crois que nous allons pouvoir conclure. Voilà, dans cette perspective d'être et de tenir, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Donc avant de d'abord vraiment vous remercier pour vos explications, j'aimerais quand même vous imposer un dernier petit exercice, donc, qui est de résumer chacune de vos interventions en un mot, et puis peut-être après en une phrase. Et on va commencer, allez, colonel Pinon. C'est quoi votre mot, vous ? Anticipation. Voilà, pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est bien d'identifier les capacités, les ruptures et les évolutions qui seront nécessaires pour le combat de demain. Parfait. Éric Bruni ? Moi, le mot que j'ai choisi, donc, c'est stop infobésité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout de bien exploiter efficacement le volume d'informations d'origine diverses auxquelles on est confronté. Et donc, je dirais supériorité informationnelle, oui, mais surcharge informationnelle, non. Colonel Juantin ? Alors le mot que j'ai choisi, c'est l'intégration, parce que la clé du succès des opérations de demain, c'est la capacité des armées à intégrer l'ensemble des composantes, l'ensemble des capacités, l'ensemble des effets dans les différents champs et milieux de confrontation matériels ou immatériels. Delphine Dufour-Moretti. Alors, je vais insister à nouveau sur la coopération. Sur le plan capacitaire d'abord, puisqu'on a vu que la coopération, la coordination entre plateformes, le combat collaboratif maintenant est de mise dans tous les milieux. Et puis sur un plan plus politique, avec l'émergence de coopération vraiment structurante dans tous les milieux aussi, MGCS, CAF et puis SLAMF. Et désormais, la montée en puissance du Fonds européen de défense également, au niveau européen donc. Vincent ? Eh bien, écoutez, moi, ce sera tout simplement un hashtag merci. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. Merci à Didier François de l'avoir animé. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à 10h pour notre prochaine table ronde. Anticiper pour gagner grâce aux technologies de rupture. Voilà, bon après-midi à tous. Merci beaucoup.